Bonsoir Fabrice Lucchini. Ceux qui nous regardent devant leur écran doivent se dire Fabrice Lucchini, c'est le surdoué de la scène, de la lecture, familier des grands auteurs, il a toujours vécu dans les livres. Eh bien, on découvre exactement l'inverse dans votre premier livre, Comédie française. Ça a débuté comme ça, chez Flammarion. Ça n'est pas que ça, mais c'est une autobiographie, sans faux semblant. Vous parlez de votre ego, de vos régressions, de votre solitude. D'abord, pourquoi une autobiographie? Vous n'êtes pas si âgé, vous êtes encore jeune. Moi, je voulais pas faire un roman, c'est pas mon métier. Je suis pas un écrivain. J'ai aucune ambition littéraire. J'ai acquiescé au désir d'une grande éditrice qui s'appelle Maxime Catroux, Flammarion, à Gallimard. Après, ça a été d'autres éditeurs. Et puis, à un moment, Maxime Catroux a gagné, et je me suis dit, voilà, a le désir que je mette un peu sur le papier comment ça s'est passé dans le rapport à la langue française. Alors, et regardez... j'ai fait un journal pendant un tournage où je mêle le génie de Molière à N'oubliez pas les paroles de Nagui, oui. Où je mêle un journal télévisé de Poujada, je sais que vous êtes pudique, vous n'avez pas envie, mais c'est très important pour moi, où je mêle du Nietzsche à Poujada. C'est très embêtant pour vous, mais c'est comme ça le bouquin. Aïe, aïe, aïe. Alors regardez ces quelques images. Ce qu'on découvre de vous dans ce livre, je le disais, c'est le parcours d'un apprenti coiffeur devenu celui qui fait aimer les lettres. Daniel Wolfram. Moi j'habite et j'attendais ma mère là, dans ce trou tout le temps. Son enfance, le Paris populaire des années 50. Je suis né là-haut, à Montmartre. Mes parents tenaient un commerce. Et comme il n'est pas fait pour les études, sa mère décide, dès l'âge de 13 ans, de le placer chez un coiffeur chic du centre de Paris. Ses débuts, il les doit au hasard, quand à 18 ans, il rencontre dans une discothèque le journaliste Philippe Labro, en repérage pour son premier film. Puis il prend des cours d'art dramatique. Son premier succès, c'est Perceval le Gallois. J'étais uniquement soucieux de mes pompes, de mes cheveux, de plaire aux femmes. Quand je suis arrivé chez Romer, je ne savais pas du tout quel était le cinéaste, et il m'a donné le rôle. Plus de 60 films suivront. Puis vient le temps des lectures, seul en scène. Fabrice Lucchini déclame la littérature, sa passion. Les couples, hein. Fabrice Lucchini, vous rêviez de cinéma, de théâtre, de gloire lorsque vous faisiez les mises en pli et les permanentes? Pas du tout. Pas du tout. Non, je rêvais des meufs. J'étais obsédé par les meufs, j'avais 14 ans, je passais les épingles. Je ressemblais à ça, espèce de tête étrange. Il y a Labro, qui était beau garçon, qui reste encore. Et puis, je passais les épingles et je raconte ça dans mon bouquin. J'ai pris le 80 avec ma maman qui a eu le génie, qui a eu le génie de me placer dans un endroit étonnant, salon de coiffure, où tous les garçons homo me trouvaient à leur goût. J'avais moins de succès avec les meufs, mais avec les garçons, ils voulaient me faire goûter à la brioche. Je n'étais pas emballé. Et puis après, j'ai vécu beaucoup de choses, mais je n'avais aucune vocation quand j'étais coiffeur. Et ce qu'on découvre, c'est que ça n'était pas gagné. Perceval le Gallois, première critique. Dommage que Perceval soit joué par ce Niguedo. Vous n'êtes pas pire qu'un autre, mais c'est sûrement votre dernier film, vous dit aussi le producteur de la Gaumont. Oui, Toscan du Plantier, oui. Mais vous persévérez. Oui, grâce à mon père, oui, j'ai persévéré, je ne savais rien faire d'autre. Le grand moment, la révélation, c'est l'accès au répertoire. C'est quand tout d'un coup, un agent, je raconte ça dans mon spectacle, quand un agent me dit sexuellement, vous ne ferez jamais de métier, vous êtes ingrat, vous avez un physique pas sexué. Oh, ça m'a déprimé quand il m'a dit que j'étais pas sexué. Alors, peut-être au théâtre, mais le cinéma, vous ne ferez jamais de cinéma. Bon, c'est vrai que j'ai eu le prix de la Mostra de Venise pour l'Hermine, donc il s'est trompé. Et j'ai fait 80 films même, beaucoup plus que 60. Mais cette persévérance, est-ce que ce n'est pas aussi, parce que vous en parlez dans le livre, d'un désir fou d'être aimé? Ça, vous le révélez un peu. Vous osez le dire. Oui. Vous osez le dire. Oui, mais comment acteur, c'est quand même évidemment un truc narcissique. C'est quand même la révélation du répertoire. Et c'est pour ça que ce bouquin... oui. Il parle beaucoup des grands auteurs. Oui, c'est pour ça. Il parle beaucoup de Céline, il parle beaucoup de Barthes, il parle beaucoup de Molière, il parle beaucoup des autres. Et cette... Non, j'ai été métamorphosé par la rencontre avec le répertoire. Oui. Ce qu'on découvre aussi, parce que vous parlez de vous, pudiquement,
peu de façon impressionniste, mais vous parlez de vous, c'est votre grande solitude, votre sentiment de solitude. Vous dites au début du livre, vous décrivez une scène où vous rencontrez des gens autour de Jean-Louis Trintignant, je les envie, ils forment un groupe et je suis seul. L'hystérie séduit et elle isole. Oui, parce que j'aurais adoré ton groupe, oui. Et bizarrement, c'est compliqué. Bizarrement, je me suis retrouvé à faire souvent des. C'est compliqué. Je suis un peu déstabilisé par votre question. Je ne veux pas vous. Non, non, mais je suis vous déstabilisé intimider. dans le sens où. C'est surprenant, vous comprenez bien. Les gens qui vous voient, ils vous disent Lucchini, voilà, un personnage truculent, plein d'amis, tout le temps en société. Vous dites non, je suis seul. Oh non, j'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai pas du tout. Ah non, j'ai pas d'amis, je suis seul, Non, non, mais c'est périlleux, les amis, tu sais, c'est compliqué. Que le prochain est dur à digérer, disait Nietzsche. Non, non, non. Dans cette scène qui ouvre le livre, je raconte un déjeuner avec Christophe Onodibio pour la cover sur La Fontaine du Point. Ce qui est bouleversant dans ma vie, c'est qu'on me convoque, on me met ce week-end avec Jean d'Ormesson. Je passe 5 heures à l'Académie française avec Jean d'Ormesson. La page du Figaro Magazine du week-end dernier. 11 pages sur un garçon qui est né à la Goutte d'Or. Et on me fait rencontrer Marc Fumaroli. Je rencontre Roland Barthes. C'est une joie. Mais c'est une promotion, j'expliquais ça. Je disais, c'est merveilleux ce pays, contrairement à ce qu'ils pensent, les marxistes, que quand tu viens d'un milieu modeste, t'es niqué. C'est pas vrai du tout. C'est un pays de beaux marchés, c'est un pays d'immense liberté, parce que la France est un pays de folie de définition et de formules. C'est un pays qui, comme dirait Sioran, je ne me serais jamais attaché autant aux Français s'ils n'aimaient pas autant. En gros, ils préfèrent un mensonge bien tourné à une vérité mal écrite. Et la politique, vous en parlez aussi, vous l'aimez la politique. Alors vous dites, je n'ai aucune trace d'énergie en moi pour changer la société, mais vous les aimez bien. Vous parlez d'un déjeuner avec Bruno Le Maire, d'un dîner avec Emmanuel Macron ou avec François Hollande, et vous dites, je ne crois pas à leur cynisme. Vous croyez en eux? Alors là, attention. Est-ce que je crois? Alors je crois. Non, moi je me suis pas senti marxiste. J'ai pas pensé que j'allais changer l'ordre des choses. C'est de là où je suis pas du tout progressiste, un peu bas de gamme, un peu mesquin, un peu pessimiste et pas enthousiaste à l'idée du lendemain qui chante. Quand j'ai déjeuné et dîné avec François Hollande, il a pas l'air fermé aux gens qui pensent pas comme lui au niveau politiquement. Il a un papa qui était très de droite. Il a l'air d'être. Est-ce que je crois? Moi, je pensais que dans mon bouquin, il fallait que j'alterne l'altitude de Molière avec un déjeuner avec François Hollande pour respirer. On peut pas être dans les sommets. Pourquoi je parle à un moment de n'oubliez pas les paroles? Pourquoi je parle d'un de vos journaux télévisés? Pourquoi pour moi vous êtes important, Pujadas? Je vais vous dire pourquoi. Je l'écris dans le livre. C'est génial, la télévision. Je parle même pas de ses politiques, qui est un chef-d'œuvre. Je parle pas non plus de ses dans l'air avec les chemises de Calvi. Je parle même du 20h. Le jour où vous avez été à Calais, j'en parle dans le bouquin. À Calais, vous avez votre homme là qui a été... Clément Le Goff. Très bon, Le Goff. Eh bien, voilà, la vie, Alceste Filinte, le portable, comment Alceste aurait vécu le portable. Ce bouquin, c'est l'histoire d'un homme, en un mot, qui a été métamorphosé par le génie de la langue française, mais qui ne crache pas sur des rencontres, sur des déjeuners avec François Hollande ou avec Bruno Le Maire, parce que je m'interroge tout le temps, qu'est-ce qui leur donne envie de faire ce boulot effrayant? Vous imaginez, vous, dans la journée, quand on vous dit « qu'est-ce que tu as à faire ?» Lui, toutes les secondes, il faut qu'il ait une opinion. C'est ça qui est difficile. C'est votre livre, c'est toute la vie, les grands auteurs et les petits et grands moments de la vie. Merci Fabrice Lucchini d'être venu nous voir. Je signale aussi qu'on vous retrouvera plus longuement chez Michel Drucker dimanche prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Vos rendez-vous. Il y a 13 ans, le Concorde effectuait son dernier vol. Eh bien, son successeur est à l'étude. La NASA y travaille, sauf qu'il s'agirait cette fois d'un avion beaucoup plus silencieux et beaucoup moins gourmand en carburant. Anthony Joly, Eloine Martin. Et si demain, vous mettiez seulement 3 heures pour relier Paris à New York? Un avion de ligne supersonique au nez pointu,
capable de voler à près de 2000 km/h. C'est le projet ambitieux de la NASA pour 2020. Elle vient de débloquer 20 millions de dollars, rien que pour étudier la faisabilité. Car l'enjeu est de taille. Les Américains veulent un avion silencieux et écologique. En somme, tout le contraire de son prédécesseur, le Concorde. L'avion français supersonique était connu pour sa forte consommation de carburant et ce bruit, au moment où il franchissait le mur du son. Autre défi pour cet avion du futur, assurer sa rentabilité. Souvenez-vous, Concorde, le dernier vol en 2003, à l'époque, c'était 6 000 €. Voilà, bon, alors imaginez un avion qui transporterait 300 passagers, 400 passagers, et pour lequel il faudrait faire payer 6 000 €. Comment le remplir? Même Concorde, à l'époque, on n'arrivait pas à le remplir. Dans la course au supersonique, Airbus avance aussi ses pions. Le groupe planche actuellement sur un avion d'affaires de ce type. Il transporterait 12 passagers et pourrait voir le jour en 2023. Les sciences encore.